Salutations à vous tous qui nous suivez régulièrement et ceux qui passent aussi périodiquement pour suivre notre débrief. Aujourd'hui, nous allons bien sûr traiter un sujet qui est assez préoccupant pour beaucoup, bon, pas pour moi personnellement, mais pour beaucoup, c'est-à-dire l'origine des chefs et des chefferies traditionnelles. Donc, vous voyez que ce thème-là alimente souvent les réseaux sociaux de certaines communautés ou ACN. Zoulassan a mis un point tiré et les barres sur les T en ce qui concerne justement ce sujet de discussion chaud. C'était ce mercredi de septembre sur son TikTok @Zoulassan en direct. Avant que nous, bien sûr, comme à l'accoutumée, on ne commence notre débrief, quel a été le ressenti de chacun en un mot? Rétablissement. Découverte. Éclairage, Restauration, Discipline. Édifier. corriger, Et pour moi, c'était instructif. Ah, c'était pas le 2? Mercredi, c'était quel jour? Oui, c'était le 3, effectivement, le 3 septembre. Merci, Bekekedi. Alors, phase 1. Il a intitulé Le grand chef de la région. Qu'avons-nous retenu par rapport à cette phase 1? Oui, merci, Ngengeti. C'est une grâce terrible pour cette époque avec la présence de Zulu Lassan. Parce que, comme vous l'avez dit, les choses sont restaurées. Mais ce que j'ai pu retenir déjà pour la première phase, en ce qui concerne le grand chef, n'est-ce pas, de la région, c'est que avant, n'est-ce pas, la naissance des chefferies, il y avait déjà les initiés. Donc, qui n'avaient pas besoin d'une forme d'organisation parce que eux, ils étaient soumis au verbe de l'Oba, qui manifeste, n'est-ce pas, la véritable organisation, l'ordre. Et déjà, on peut comprendre que chaque initié, quand on va le prendre, est déjà chef par rapport à la gestion même, n'est-ce pas, de ces trois êtres, parce qu'ils pouvaient faire, n'est-ce pas, la distinction par rapport à cela. Donc, il peut se gérer. Donc, l'initié, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, qu'on le surveille. Il n'a pas besoin, c'est-à-dire même s'il est dans l'obscurité totale, dans la nuit totale, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de le surveiller. Il sait ce qu'il faut faire. Donc, c'est en cela que c'est le verbe qui manifeste, n'est-ce pas, la protection. N'est-ce pas, d'où il est venu qu'il y ait, n'est-ce pas, des chefs, et on va dire comme ça, et même qui est après des chefs non initiés. C'est ça que Zulu Lassan, n'est-ce pas, nous a permis de comprendre. Je vais m'arrêter là d'abord. oui, effectivement. Et il faut rappeler, hein, c'est un sujet spécial en ce qui déjà ça concerne que le peuple noir. C'est vrai qu'avec l'usurpation, certains aussi vont commencer par faire ce genre d'organisation. Mais ce que je retiens d'abord, c'est quand on dit le grand chef de la région. Quand on parle de chef, cela, ça fait référence au pouvoir. Et on sait que quand on parle aussi du pouvoir, ça fait référence à la spiritualité. Donc, quand déjà on va nommer quelqu'un, ou bien quelqu'un va se faire nommer grand chef d'une région, mais là déjà, il faut commencer par prêter attention à ce que la personne va manifester, qui d'abord l'a établi en tant que chef. Parce que comme je viens de le dire, c'est une notion qui vient du spirituel. Mais si dans une religion et dans une autre région, je vais dire, le grand chef, lui déjà, il est un sorcier, comme le cas ici, mais ça cause déjà un problème, une porte d'entrée pour ces habitants-là.
c'est en cela que nous, nos patriarches, comme le cas de Sango, il a averti, il a veillé et jusqu'à aussi averti sa femme afin de se tenir sur ses gardes, comme tu l'as précisé, Damien. Oui, Oui, à ok. ta suite, Vas-y, Moito. merci, Ngengeti. Et c'est là qu'on comprend hein, que lorsqu'on n'est pas intronisé par le verbe de l'Oba, effectivement, bah, on est assisté, animé par les démons, comme il a été indiqué durant le live que Zulason a mentionné, les démons incubes ou même satyres. Donc, c'est quand même important et vigilant de comprendre, je dirais, la différence qu'il y a entre l'intronisation d'un véritable chef initié et l'intronisation d'un chef non initié. Alors, pour ma part, ce que j'ai retenu par rapport à cette phase 1 principalement, c'est déjà que par Sango, on nous révèle que la notion de chef existe bien plus longtemps que ce que l'on peut nous dire dans les écrits contemporains. Parce que Sango, lui, ça remonte à ouf, combien de millions d'années ou des milliers d'années avant la manifestation de ce qu'ils appellent Jésus dans le visible. Donc, sincèrement, c'est déjà la première des choses que j'ai apprises. Ensuite, la deuxième, c'est qu'à l'époque de Sango, on pouvait nommer n'importe qui, en fait, chef. Ça ne dépendait en rien, comme a dit Abike, d'un certain pouvoir spirituel. Chez les non-initiés, bien sûr. Ça dépendait plutôt de ton statut social, de ta richesse, de ta renommée intellectuelle, en gros d'une capacité que tu avais hors norme par rapport à un certain groupe. Et c'est de cela que par la suite, ben, on te donnait le titre de chef et on te mettait à la tête de cette communauté-là. Donc, quand on voit que les choses à l'époque quand tu devais être chef, c'était par rapport à ça, mais on ne s'étonne pas que par la suite, il y ait eu un peu tout et n'importe quoi comme dirigeant, déjà à cette époque-là. Oui, moi, ce qui m'a marqué, je continue un peu sur ce que Abiké disait, ça m'a marqué, moi, la responsabilité, en fait, on va dire, cette position-là de ce grand chef-là. Parce qu'on voit que néanmoins, la manière comment le fait qu'il sort la nuit, durant la nuit, accompagné de on va dire, de ce démon-là, un cube, c'est-à-dire qu'il y avait pour moi, j'avais l'impression qu'ils avaient la même volonté, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une forme de, comment je dirais ça? Je dirais même pas cobaye, mais c'est parce on va dire, il s'est uni par rapport à ce que ce démon-là veut. Et moi, ça m'a vraiment marqué, c'est-à-dire que c'est comme ils faisaient cœur, je vais dire ça comme ça, entre guillemets, pour aller faire le mal aux personnes. Et ça, moi, je trouve ça vraiment terrible parce que il est censé, on va dire, guider les personnes, mais au final, c'est celui-là même qui va se mettre en position de chef, la son nous a révélé que c'était un sorcier, mais qui va, on va dire, faire du mal au peuple, alors que celui-là même, il est censé, on va dire, apporter le bien-être, apporter des choses, mais qu'on verra un peu plus tard. Et moi, ça m'a marqué vraiment cette position-là, et on voit encore comment les démons ne choisissent pas n'importe qui pour essayer de détruire le peuple et détourner. La Pour coalition. ma part, C'est bon, Yves, tu peux y aller. merci Ngengeti. Pour ma part, déjà dans cette première phase, ce que moi je vois, c'est encore que Zulu Lasson a prouvé que, en fait, l'histoire même, c'est le peuple noir. Parce que, comme il a dit avant, comme il a dit dans la phase d'introduction qu'il a faite, beaucoup de gens vont dire que le mot chefferie traditionnel n'existe pas dans les langues africaines. N'existait pas en Afrique avant les colons. Or, il a prouvé que c'est faux et il a même donné l'appellation du terme chefferie traditionnel en langue sawa, qui est Ebamba Djibambe. Donc, pour dire que ce terme existait déjà bien longtemps. Et quand on regarde un peu Wassemema, qui s'appelle on voit que le système que les Blancs et les Sans mêlés ont apporté, c'est-à-dire la démocratie, toutes ces formes et sortes de gouvernance, on voit qu'il y a toujours des chefferies, des chefs supérieurs, des notables. Tout ça existe toujours en Afrique. Pourquoi? Parce que
parce que c'est la source, c'est la base qu'ils ont voulu remplacer par leur système à eux, les blancs et les sorts mêlés. Et beaucoup de gens se perdent parce que ils veulent trouver la connaissance de certaines choses dans les langues, je ne veux même pas dire langues, parce que je veux dire dans les dialectes des blancs et des sorts mêlés. C'est pourquoi ils ne vont pas trouver comment dire, la quintessence de certains mots comme chefferie traditionnelle parce qu'ils vont chercher dans le français, l'anglais et c'est impossible. On cherche un terme de Wassé dans la langue originelle ou dans les langues de Wassé. C'est là où on trouve la quintessence du terme. Et c'est ce qu'on voit ici avec les explications de Zulu Lasson, les histoires des chefferies, des chefferies traditionnelles. Tout ça ici ressort dans cette première phase déjà. Et c'est le point que moi j'aimerais déjà souligner ici premièrement. Ouais. À ta suite, Bekina, effectivement, de nos jours, il y a encore les chefferies. Il y a encore ça. Mais si on compare avec la manière dont c'est exposé là dans la phase 1, ça n'a absolument rien à voir. Parce que déjà, juste le grand chef de la région, il était riche. Il avait une vraie influence, il avait, je dirais, euh, voilà, en fait, on ressent quand même une forme de puissance, quand bien même c'était un non-initié, voire même un sorcier. Il avait quand même de l'influence, tandis que de nos jours, quand on regarde les chefferies, on ressent pas que c'est luxueux, on ressent pas du tout ça. Au contraire, on ressent tellement la pauvreté même que c'est violent. En fait, c'est le titre de chef par exemple de parler de chefferie, c'est plus un titre honorifique. En fait, c'est comme s'ils veulent essayer de garder ce truc-là, mais il n'y a plus l'essence même du truc, il n'y a pas. Donc, il y a une grosse différence déjà, puisqu'il y en a qui vont continuer, on va dire, à se dire que ben, ça, c'était le fonctionnement initial. Donc, ils veulent continuer à respecter, je dirais, ce cadre de chefferie des non-initiés, hein, je précise. Et on voit en fait à quoi ça mène. C'est que ils n'ont aucun pouvoir, mais ils ont beaucoup de femmes. Ils prônent la polygamie, enfin, droit de cuissage, ils ont le droit de coucher avec qui ils veulent. Enfin, on voit que en fait, c'est le désordre, alors que les non-initiés, enfin, les initiés, pardon, on a bien compris qu'ils n'avaient pas besoin de chefferie, ils n'avaient pas besoin de chef, parce qu'il y avait déjà l'ordre par rapport aux lois du verbe de Loba. Donc, on voit vraiment que c'est, de nos jours, en fait, ça représente vraiment la décadence, en fait, du peuple noir. Oui, ce que je retiens aussi dans cette phase, c'est cette remarque-là qu'on peut faire lorsqu'on voit l'organisation que le monde occulte a toujours voulu imiter le grand ordre des choses, mais dans sa façon d'imiter, on constate toujours qu'il y a des anomalies et des contradictions. Et ce qui est frappant ici, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit un peu l'attitude de ce grand chef de la région qui voulait arracher, qui voulait prendre une femme qui n'est pas la sienne à cause de son influence, à cause de son pouvoir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui de nos jours avec certaines personnes qui sont influentes dans la société, qui sont puissants. Ils veulent s'accaparer des biens et parfois des femmes des gens qui ne sont pas leurs femmes. Et ce qui est aussi frappant ici, c'est le fait de voir comment, malgré sa puissance, malgré sa richesse, malgré sa renommée, il a ce désir, ces non-initiés ont toujours eu ce désir de vouloir dominer sur leurs congénères, de vouloir avoir une certaine ascendance sur ces autres qui sont avec eux. Cela parce qu'on sait qu'au fond d'eux, il y a cette mauvaise semence-là qui vient du monde occulte. Et on comprend aussi ici que ce chef, ce grand chef de la région dont on nous a fait la description, qu'il était dans cette coalition avec le démon succube, bon, je peux dire qu'il l'utilisait pour assouvir ses besoins. Donc, ça nous amène à comprendre ici que ce modèle-là qu'on nous montre là n'est pas le modèle que les initiés, eux, ils avaient établi. Parce que les initiés ne pouvaient pas avoir un modèle sur lequel on veut dominer, mais un modèle sur lequel reposait, je peux dire quoi, un certain équilibre, une certaine égalité et un certain bien-être communautaire. Donc, je peux m'arrêter d'abord. Oui, Moi, je souhaite stresser sur le point justement du droit de cuissage, là. Parce que c'est vrai que là, dans cette phase-là,
Zulasan vraiment nous révèle que le droit de cuissage, en vérité, c'est une pratique démoniaque. Il est 22 Et heures. c'est une abomination spirituelle par rapport au grand ordre des choses. Parce qu'en fait, comme a dit Baume, c'est une forme d'abus de position dominante. Et là, on choisit la femme et généralement, on ne lui demande pas son avis. Qu'elle soit d'accord, qu'elle ne soit pas d'accord, c'est le roi qui décide, c'est le chef qui va décider. Il fait de toi ce qu'il veut, que tu sois marié ou pas, ce n'est pas son problème. Il te prend juste. Quand il a fini avec toi, il te laisse. Parce que c'est ça la différence entre le droit de cuissage et la polygamie. La polygamie, au moins, on va dire au moins entre guillemets, on va dire que dans le malheur, on va dire au moins, hein, il te prend et il fait de toi sa femme. Mais dans le droit de cuissage, mince, il peut juste te prendre comme ça une fois et il te laisse. Même si tu es marié, il te prend une fois et il te laisse. Mais il devait vraiment pas faire bon vivre aux femmes qui étaient belles durant ces époques-là. Déjà, la nuit, on te dit il faut que tu sois sur tes gardes. Mais en plus, durant la phase diurne, on te dit là aussi, il faut être sur tes gardes. Mais en fait, ces femmes-là, elles vivaient comment? Elles devaient se cacher sous des voiles ou quoi? Parce que dès que quelqu'un allait dire, oh, il y a telle femme là-bas, elle est belle, c'est fini. Le roi dit, allez me la chercher. Mais c'est quand même terrible. Et on voit aussi quelque part que ces hommes-là qui pratiquent ça, ils sont dépourvus de toute raison, de toute logique, quoi. Des raisons saines, on va dire ça comme ça. Parce que où est le plaisir de prendre une femme qui ne veut pas de toi? Où est le plaisir de prendre une femme de manière contrainte? Il tire quel profit, quel plaisir de ça? Et c'est là qu'on voit que, bon, ben, c'est pas étonnant parce que derrière, il y a les démons, incubes, satyres et autres, quoi. Mais bon, c'est quand même triste à, à prendre conscience de ça et que ce soit toujours en cours aujourd'hui, hein. Oui, effectivement, Ngengeti, une fois qu'il y a déjà les démons, en fait, ils vont leur inspirer, c'est-à-dire des formes c'est-à-dire de démence, pratiquement. Eux, ils vont trouver, n'est-ce pas, leur plaisir dedans. Mais je voudrais mentionner le discernement du patriarche Sango et la sagesse vraiment qui caractérise les initiés. Ici, il a eu l'information que, en fait, ce chef-là, il est mauvais. On va dire ça comme ça. Mais il n'a pas défié, n'est-ce pas, le chef. Il a juste, c'est-à-dire averti sa femme pour dire, mets-toi sur tes gardes. Parce que le sage, il voit le danger et il se met à l'abri. Donc, c'est aussi vraiment une sagesse. Quoique c'est un non-initié et encore un sorcier, le patriarche Sango n'est pas allé, n'est-ce pas, pour lui dire, mais qui es-tu? C'est-à-dire, mets-toi de côté et qui est ma femme, n'aie pas peur, je vais sortir spirituellement, je vais le combattre, il ne peut rien. Mais il y a le libre arbitre et Sango dit, fais attention, c'est ça notre protection. Donc, c'est vraiment une sagesse que j'ai pu remarquer. Et aujourd'hui aussi par rapport à ces chefs, même non initiés qu'on voit, on ne dit pas, n'est-ce pas, d'aller les défier, mais nous, on connaît, n'est-ce pas, notre position et on sait à quel niveau il se trouve. Oui, et cette sagesse-là n'est pas de partage dans toute la population. Et c'est en cela qu'on peut déjà faire une petite conclusion. C'est que c'est très, très dangereux de prendre ou bien qu'un chef de la région soit un non-initié. Et puis encore, un non-initié sorcier, comme le cas du temps de Sango. C'est une grande porte d'entrée. Comme Ngegeti l'avait dit, je me demande quand il parlait, c'est que comment les gens peuvent vivre dans ces genres de régions. C'est très, très compliqué. Que cela soit spirituellement, mentalement, physiquement, c'est de l'abus. Et on peut déjà constater cela même à notre époque. La plupart du temps, ceux-là qui sont dans ces genres de systèmes, ce sont eux qui ont les plus belles femmes. Bon, je vais dire qu'ils ont les belles femmes. Déjà que les femmes sont naturellement belles, les femmes noires, mais là encore, ils vont chercher la particularité de la beauté de ces femmes-là. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Memok Kiné. Et le chef de la région, il a été intrigué
par sa beauté. Et déjà, il veut la mettre en captivité pour faire d'elle sa femme. Donc, franchement, c'est pas du tout souhaitable. C'est un avertissement. Hein. Franchement, il faut que qu'on parle de la chefferie, du chef du pouvoir, il faudrait que cela soit uniquement réservé aux initiés. Exactement. Ce que... Vas-y, Bekiki. Merci, Moueto. C'est exactement le point que je voulais toucher. Le terme de chef, en fait, ça ne devrait pas être utilisé comme ça à n'importe quelle... je dirais à n'importe quelle sauce, quoi. C'est pas, ça peut pas être collé à n'importe quelle personne. De nos jours, justement, ce terme de chef traditionnel, ça apporte une forme de, je dirais, de crainte de la part de la population, quand bien même on sait qu'ils n'ont aucun pouvoir. Hein. On sait que ils n'ont pas, comme je dirais les les chefs non initiés de l'époque, une influence quelconque. C'est le gouvernement maintenant qui les chapeaute, vraiment qui leur donne, on va dire, ce semblant de pouvoir, parce que c'est eux qui les entretiennent. Il y a des gens qui vont, quand ils vont venir les saluer, ils vont se baisser au sol, faire des révérences, faire des... Alors que c'est une personne qui a une moralité généralement douteuse, qui va commettre des choses abominables, comme vous avez déjà cité. Avoir plusieurs femmes, le droit de cuissage, c'est du viol, il faut dire ce qui est. Prendre une femme comme ça et ne pas lui demander son consentement, c'est du viol. Et en gros, ce sont des violeurs. C'est quand même quelque chose qui est assez grave. Et il y en a qui vont trouver que, parmi les hommes, hein, parce que les femmes vont pas forcément trouver ça normal, quoique quelques-unes qui vont se dire que bon, c'est la tradition, mais les hommes, ils vont se dire, oh, il est puissant! Ah, il a pu avoir telle femme, telle femme, telle femme, telle femme, telle... Non. Vous voyez, en fait, l'image de la chefferie, c'est pas beau, c'est pas... Selon le verbe, en fait, ça ne peut même pas passer. En tout cas, l'image des chefferies, des non-initiés, ça ne peut pas passer. C'est horrible. C'est une atrocité pour les femmes déjà, mais aussi bien pour les hommes. En fait, ça plonge véritablement dans le péché. Et donc, forcément, il y a une corrélation avec les démons qui sont derrière. Et donc, on voit qu'ils sont dans une forme de possession, quoi. C'est terrible. Et voilà, c'est... En fait, ça répugne. En tant que femme, ça répugne. Il faut dire ce qui est. Oui, par rapport à cette image qui se détériore, je dirais comme ça, de la véritable chefferie, au jour d'aujourd'hui, on voit, hein, il y a certains présidents, je dirais à Ouassé, qui lorsqu'on les élit, enfin lorsqu'ils passent président, dire comme ça, ils vont dans les villages pour aller chercher la bénédiction, soi-disant, de ces chefs-là ou de ces rois, qui sont eux aussi, comme tu as mentionné, Bekekedi, bah, nourris et entretenus par ce même gouvernement-là. Donc, lorsqu'on voit, je dirais, cet aspect-là des choses, on se demande, mais quel pouvoir, en fait, ils vont chercher alors que c'est eux-mêmes, je dirais, qui alimentent ce soi-disant, ce pseudo-pouvoir qu'ils ont. En gros, c'est eux, je dirais, ce gouvernement-là qui leur donne cette prestance qu'ils estiment avoir. Donc, franchement, vu le live que Zululassan a donné, de comprendre comment ces soi-disant chefs-là sont alimentés, quels sont les esprits, je dirais, qui les accompagnent. La bénédiction que ces présidents-là reçoivent, c'est compliqué, hein? Ah, c'est grave. On comprend aussi comment le pays après... Oui, moi justement, je trouve que ces présidents ils ont le même état d'esprit en vérité que ces chefs-là. Hein. Ils n'ont aucun neurone, ils ne réfléchissent pas eux non plus. Parce qu'ils savent très bien que ces chefs, du moins ceux d'aujourd'hui, ils n'ont plus aucun pouvoir spirituel. Si ils disent aller chercher un certain pouvoir, ils savent que ce n'est pas au niveau des finances, vu que ce sont eux qui les financent. Mais ils se disent peut-être qu'ils ont des pseudo-pouvoirs spirituels. Alors qu'en vérité, même eux, là, ils sont dépourvus de ça. Parce que si c'était le cas, voyons, quand il y a des élections, dans chaque pays de OAC pratiquement, on va entendre parler des crimes rituels orchestrés par ces soi-disant chefs pseudo-ganga, pseudo-marabout, pseudo, parce qu'ils portent plein de coiffes sur leur tête, ces chefs-là, pour, on va dire, sous l'ordre des futurs ministres, présidents et autres qui souhaitent rester en poste. Mais souvent,
quand ils font ces choses-là, est-ce que leur poste, souvent, ils les gardent par la suite? Non. Mais pourtant, il y a eu plein de personnes qui ont été tuées, des rites qui ont été faits dans des rites abominables qui ont été pratiqués, mais rien ne suit par la suite. Et rien que par ça, normalement, ils devraient savoir qu'ils n'ont plus aucun pouvoir, ces gens-là. Mais ils continuent néanmoins à faire ce genre de pratique ou, entre guillemets, à les vénérer d'une certaine manière. Mais bon, Oui, Oui, à ta suite aussi, Ngengeti, nous comprenons Bon, c'est aussi quand Carmela. Zulasan dit, pardon, C'est Carmela. C'était Bob qui avait pris juste après. donc, je vais continuer. Je disais que lorsque Zulasan nous parle du grand chef de région, on sait qu'une région, c'est un vaste territoire. Et on sait que dans ce vaste territoire, lorsque quelqu'un de corrompu et de sorcier est à la tête, il devient aussi une sorte de porte qui fait en sorte que ce genre d'esprit-là règne dans cette région-là. Et on voit que ce type de chef-là ne peut pas prôner, je peux dire quoi, le développement et la stabilité même de sa communauté, de sa population. On verra que dans ce genre de région-là règne une certaine forme de terreur, une certaine forme de désordre et une certaine forme d'injustice. Parce que si déjà c'est un chef sorcier, il cherchera à s'accaparer des choses qui vont combler ses désirs. Et comme on l'a dit encore, ce genre de personne est aussi animé d'un esprit d'insuffisance. Parce que au fur et à mesure qu'il regarde ce qui est beau et ce qui est bien, qui appartient à autrui, il veut s'en accaparer pour combler son manque. Donc, dans ce genre de région-là, ceux qui habitent sont en proie à beaucoup de difficultés, à beaucoup de tourments. Et lorsque le peuple même se plaint, il est insensible à leurs cris. Donc, on peut voir cela encore de nos jours dans certains de nos territoires ici sur Ouassi. oui. Moi, ce qui m'a aussi interpellée ici, c'est lorsque Lasson nous a révélé justement, lorsque ces personnes-là, ces chefs, entre guillemets, vont prendre des femmes ou des jeunes filles, hein, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on va leur offrir des cadeaux. Par exemple, là, il a pris l'exemple d'une chèvre. Mais là, il nous dévoile que derrière, en fait, on nous montre que il y a l'esprit, on va dire, qui est lié avec cette personne-là, qui, en fait, je dis, qui se manifeste, je dis entre guillemets, je veux dire ça comme ça, en fait, à travers les actes que les gens ils vont poser. Et moi, je trouve ça vraiment. Moi, c'est pour ça que je disais découverte, parce que par rapport à la chefferie, je ne connaissais pas grand-chose là-dessus. Mais là, c'est vrai qu'en fonction de ce que Zoulassan nous révèle là, c'est que ça veut dire que même avec le discernement, en tout cas, on a, hein, parce que chacun de nous, on a une forme de discernement, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Mais néanmoins, avec ce que Zoulassan nous dévoile là, c'est que ces personnes-là, comme Baume disait déjà, en fait, c'est pour leur propre bien. Ce n'est pas même pour la population. C'est-à-dire qu'eux, ils vont s'enrichir, ils vont, on va dire, prendre leur propre plaisir et le peuple, ils vont être livrés à eux-mêmes. Et moi, je trouvais ça vraiment spécial, quoi, comparé à ce qu'on nous a livré déjà au départ par rapport aux initiés. Donc, il y a eu un grand changement. Vraiment un très très grand changement, pardon. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention à qui nous craignons réellement, quoi, et qu'est-ce que nous voyons devant nous. Pour ma part, ce que je vois encore dans cette phase, c'est déjà on nous apprend l'origine de la peur vis-à-vis des chefs non initiés dans les chefferies traditionnelles, même à l'heure actuelle. Pourquoi on a tellement peur de, par exemple, de ce chef qui était en cohabitation occulte avec un démon inculte et qui semait la terreur dans sa région en abusant intimement et sexuellement des femmes endormies. On voit que en fait, c'est de là que découle cette peur-là des chefs comme l'a mentionné la somme, qui jusqu'à aujourd'hui est restée dans l'ADN
Et des gens subissent encore cette frayeur-là. Pourtant, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vous-même mentionné, tous ceux-là qui vont se prétendre être des chefs traditionnels, tout ça, des traditionalistes, ne sont que des usurpateurs qui vont revêtir ce manteau-là de ces chefs non initiés d'autrefois en faisant croire aux gens qu'ils ont des pouvoirs, ils ont des ceci, ils invoquent des démons, ils ont des totems. Et pourtant, même quand on regarde les films de science-fiction, on va dire, peut-être dans Harry Potter, il y a un grimoire où il y a des sorts de magie. Remarquez bien qu'il y a toujours une langue phare dans laquelle il faut prononcer ces phrases incantatoires. Ce n'est pas dans n'importe quelle langue. Même chose parce que comment ces chefs traditionnels vont invoquer des démons alors qu'ils ne parlent pas le savoir ancien? Parce que ici, on parle de l'époque de Sango où c'était des Sawa, ils parlaient le Douala ancien, donc ils savaient comment invoquer ces démons. Mais maintenant, aujourd'hui, là, vous pensez que vous allez venir invoquer les démons avec vos produits qui ont subi des transformations et tout au fil des époques. Non, Des c'est grandes paroles. juste, merci, c'est juste une usurpation, comme je disais tantôt. Ok, nous allons donc poursuivre. On va passer à la phase 2, que Zulason a intitulée Chef de clan. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, Ngeti, merci. Il faut dire, hein, durant cette phase-là, j'ai vraiment aimé comment Zulu Lasson a présenté Senga. Et aussi le patriarcat qu'il représente par rapport à sa lignée qui, à leur tour, parce que faut le dire, hein, qui est Senga, fils de, je crois que c'est Wala, si je ne me trompe pas, oui, merci, et qui était de famille royale, et Sango, son père qui a été initié plus tard. Et on comprend par la suite que Senga lui-même, qui avait été initié par l'entité hybride à face de taureau dès son jeune âge, parce que chez les initiés, c'est ça, c'est dès le bas âge qu'on initie les enfants. Alors, lui aussi, à son tour, qui a engendré les initiés, eh bien, ces enfants initiés-là ont été placés en tant que chefs dans chaque de clan et dans leur village, je dirais comme ça. Ah, c'est fort, hein? C'est puissant parce qu'on comprend vraiment l'intronisation des initiés, comment ça se passe. Et la différence avec la non-initiation, comment ça se présente tout simplement, ou comme vous avez mentionné au départ, que voilà, il suffit d'avoir un peu d'argent et ça y est, tu es devenu chef. Ou il suffit d'apporter un petit présent et ça y est, on te présente chef parce que voilà, tu as quand même ce petit galon-là. C'est impressionnant de voir comment dans le verbe de Loba, les actions sont manifestes. Oui, pour ma part, moi, dans cette phase 1, ce que je comprends premièrement, c'est qu'il y a différents types de chefs ou qualités de chefs. Et ça, Sango ici nous le présente encore très bien par rapport justement à ce dont Moito vient de faire mention. Chez les initiés aussi, on comprend que cette nécessité, en fait, d'établir des chefs de clan s'est manifestée au moment où, justement, au sein d'une famille, il y avait de plus en plus de membres. La famille commençait à devenir vraiment très, très grande. La communauté familiale était vraiment on va dire, une vague d'accroissement qu'à un moment donné, il fallait absolument mettre à la tête de chaque enfant, on va dire ça comme ça, un chef de clan. C'était pour encore mieux organiser la famille. Mais aujourd'hui, quand on parle de la notion de chef de clan, ou avec les mots de nos jours, aujourd'hui, ce sera plutôt chef de famille, mais c'est du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est une parenthèse qu'on va certainement ouvrir par la suite. Mais déjà, le chef de clan, au temps des initiés, tous ces chefs de clan, quand on remontait la branche, ils avaient un seul et même ancêtre.
Donc, c'était vraiment, le chef de clan vraiment dirigeait certains membres de la famille. C'était comme ça. Il n'y avait pas d'étranger. C'était pas quelqu'un qui arrivait et puis qu'on plaçait en tête d'une famille. Non, le chef était lui aussi membre de la famille. Ça révèle un certain ordre au niveau de la classification et de l'organisation de la famille. À ta suite, déjà, on connaissait l'origine des tribus. Exact. Pour être plus- On connaît l'origine des tribus. Mais ici, c'est tout autre chose qu'on apprend. On apprend l'origine des clans. Et on découvre que les clans viennent par Senga, qu'ils ont renommé Ismaël, qui est le fils aîné de Sango, qu'ils ont renommé Abraham. Et c'est déjà bien parce que, comme l'a mentionné Moueto, l'histoire de Senga, premièrement, a été restaurée, contrairement aux Balivaines qui nous ont pondus dans les Bibles actuelles classiques, soit disant sa mère était esclave, toujours montrer que les femmes sont des moins que rien, elles ne valent rien et tout. Mais là, il y a une restauration. Et comme je l'ai dit, on découvre l'origine des clans. Et ça me fait penser à un documentaire que j'avais vu, soit qui expliquait comment, quand les colons sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé des royaumes, des dynasties, des monarchies. En fait, tout était tellement bien disposé. L'homme noir n'avait besoin à aucun moment d'une soi-disant démocratie pour être bien gouverné. Ça, c'est faux. Et on le voit encore ici que tout était bien structuré. Il y avait des chefs supérieurs, il y avait des clans, comme tu l'as dit, Ngengeti, les clans permettaient de mieux encore, de mieux diriger chaque famille, tout ça, tout était bien structuré. Donc, l'homme noir n'a eu à aucun moment besoin d'être colonisé ou guidé par l'homme blanc. C'est du mensonge. Oui, effectivement. Et à la suite de ce que Ngengeti disait, et ce qu'il faut aussi comprendre en ce qui concerne le clan, ce n'est pas euh, le tribalisme dans sa manière péjorative comme pour marquer l'opposition. Parce que déjà par rapport à l'histoire de ce puissant patriarche impressionnant, en plus, Senga, que c'est de 16 enfants qu'on a eu, bon, 12 enfants qu'on a eu ces clans-là. Donc, ces enfants, en plus, ce n'est pas qu'ils sont en opposition l'un envers l'autre. Non. Et en plus de cela, eux tous, ils étaient dans la même foi. C'est qu'ils adoraient l'Oba, comme les pères également. Mais aujourd'hui, qu'on va nous présenter ce patriarche-là, on va dire Ismaël dans les rouleaux falsifiés, dans les Bibles actuelles classiques et autres, c'est comme quelqu'un qui a manifesté sa propre croyance en dehors de ce que pratiquaient ses parents. Non, ici c'est une organisation. Et c'est ce qu'il faut comprendre ici. Il ne s'agit pas de tribalisme comme ça se fait aujourd'hui, mais c'est la base des choses qu'on établit pour pouvoir organiser comme on vient de le dire. Donc, c'est déjà aussi un point qu'il faut véritablement retenir par rapport à ce patriarche-là. Oui, Oui, merci, Abike. Ok, Bekekedi, tu peux aller. merci Damien. À ta suite, Abiké, ce qu'il faut aussi retenir et qui est très important, c'est qu'ils étaient uniquement de la race noire. Parce que ça, c'est un point que beaucoup occultent, puisque de nos jours, justement, dans les chefferies, on peut voir qu'ils vont prendre des femmes blanches, des femmes sans mêlée, qui vont prendre... Ils ont même fait une série là-dessus, La Reine Blanche, pour dire qu'ils pouvaient prendre une femme blanche parmi toutes les femmes qu'il avait. Donc, c'est pour dire que c'est profondément spirituel, le fait d'être chef de clan. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir de nos jours dans les chefferies traditionnelles. Ils respectaient par rapport à la race, le fait de ne pas se mélanger. Il n'y avait pas de métissage, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas tout ça. C'était que la race noire. Et c'est déjà un point sur lequel il faut vraiment, vraiment s'appuyer pour bien comprendre que les initiés respectaient la loi. Oui, c'est ça, Bekekedi. Oui, comme Boum a l'habitude de le dire, hein, Zulu, la sang,
nous a plongé dans un cours d'histoire et même de géographie. Ça, il faudrait, n'est-ce pas, le mentionner parce que tout à l'heure, Nguengeti l'a abordé, parce que quand, n'est-ce pas, le peuple devient sa croix, donc ils ont besoin, n'est-ce pas, de l'espace. C'est ça que Zoulassan, n'est-ce pas, nous explique. Ils ont besoin de l'espace et, n'est-ce pas, et tel chef de famille qui est déjà, c'est-à-dire, c'est naturel d'être chef, n'est-ce pas, de famille et en même temps de clan. Donc, il peut, n'est-ce pas, bouger un peu pour aller s'installer. Et c'est ça que Abike mentionnait. Ce n'est pas parce qu'il a bougé pour aller s'installer que là, il y a une forme, n'est-ce pas, d'opposition, mais c'est normal parce que ça leur appartient, la terre, n'est-ce pas, et ils peuvent, n'est-ce pas, s'installer comme ils le veulent selon le verbe. Et ce que j'ai compris aussi par rapport à la chronologie, par rapport à la chronologie, et on peut comprendre ici que la majorité de la génération, n'est-ce pas, du chef corrompu dont on vient de parler, c'est-à-dire c'est-à-dire à l'époque de Sango, aurait, n'est-ce pas, déjà quitté le visible, selon, n'est-ce pas, mes réflexions. Et là, Senga, c'est-à-dire avec sa génération, se manifeste comme vraiment une nouvelle ère pour, c'est-à-dire permettre au peuple vraiment de retrouver l'harmonie dans le verbe. Et c'est là que je comprends aussi que les enfants de Senga étaient aussi des instruments bien préparés, qui sont issus même de l'initiation, c'est-à-dire et des étapes de l'initiation de leur père. Donc, c'est vraiment merveilleux. On imagine que c'est une époque, n'est-ce pas, merveilleuse, que le verbe, n'est-ce pas, manifeste avec notre patriarche Senga. Oui, moi j'ai aussi aimé ici, c'est vraiment, c'est avec la structure là, on nous montre, comme vous avez déjà fait mention justement, par rapport aux étapes de Senga, tout ça, par rapport à ses fils. Mais moi, ce que la sonde nous fait mention ici aussi, justement, ils ont donné pour moi, en tout cas, cette considération même, pour moi, par rapport à l'initiation, parce qu'on leur a donné le nom en fonction de l'initiation de leur papa, et après, ils ont donné le nom des territoires, et après, on a vu que voilà, les villages, etc., je vais dire ça comme ça, ont apparu, en fait, cette notion-là, du moins. Et moi, je voyais ça comme vraiment une importance parce que beaucoup de gens, en fait, ils ne prennent pas, on entend beaucoup par rapport aux 12 tribus, tout ça, mais déjà, la sonde nous restaure ça par rapport à justement à cette phase-là. Et ça, c'est vraiment super, quoi, par rapport à ce que nous pouvons entendre en ce moment. Mais ce qui est important aussi pour moi ici, c'est vraiment par rapport à, comment on appelle ça? À ces noms-là, comme il dit, on ne donnait pas les noms n'importe quoi, même des villages. C'est-à-dire qu'il y avait la considération pour moi de la terre, du peuple, de ce qui se propage en fait auprès des initiés. C'est-à-dire qu'il y avait une considération, une forme de protection, une forme de, comment je dirais ça, de soutien toujours par rapport à tout ce qui se passe autour, en tout cas, du verbe. Et ça, j'ai beaucoup aimé cela parce qu'on ne laisse pas de côté le peuple, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans une forme de cocon, je dirais ça comme ça, dans cette protection-là, à travers le nom qui a été donné. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'avais vu. À ta suite, Carmela, comme Damien, tu l'as dit, Zola Sang nous donne de bénéficier véritablement des cours vivants parce que un des projets de Satan Lomodji Mabobé a été de créer le désordre. Ce désordre social qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le peuple noir ne connaît même plus son histoire, son organisation. Donc Zola Sang vient ici rétablir l'histoire et nous montrer comment est-ce que les choses se passaient avant qu'on ne vienne nous enseigner cette fausse histoire, cette fausse géographie qu'on a bu à l'école. Et ici, je comprends un peu que la définition du clan, je peux définir le clan comme un groupe ou alors plusieurs groupes de familles qui ont en commun un ancêtre. Donc, nous notons ici que ce groupe de familles-là vont garder et partager les lois et les traditions qu'ils vont hériter de leurs ancêtres, parlant de Singa. Donc, ça veut dire qu'ils auront en commun ces lois-là, ces coutumes-là, parlant même de la circoncision, qu'ils vont maintenant chercher à pérenniser, à perpétrer tout au long de leur, je peux dire quoi, de leur existence dans le visible. Et cela
sous, je peux dire quoi, le regard vigilant des chefs de clan, parce que c'est les chefs de clan qui vont veiller à la mise en pratique, à l'application, sans toutefois que s'insèrent à l'intérieur des anomalies, des contradictions. Et Bekekedi l'a dit, ces chefs de clan également devaient veiller en sorte qu'il n'y ait pas le mariage contre nature, mixage et autres. Et encore, voici un détail très capital. Zula nous a fait comprendre, c'est ces chefs de clan-là qui ont donné le nom à leur village. À leur village. Et vous allez poser la question à certains qui se disent historiens aujourd'hui que comment certaines localités, certains territoires sur Wassé s'appelaient. Ils ne pourront pas vous donner les noms. Mais ils se disent historiens. Ils enseignent quelle histoire? L'histoire que les Autant de Néphilim paroles. leur ont apporté. Oui, je poursuis justement sur ce que tu as dit. Bon, parce que c'est un point aussi que j'ai soulevé. C'est en parlant justement de ces fausses géographies avec les noms que les pseudo-historiens, géographes et autres font référence maintenant à certains territoires de Ouassé. Comme tu as dit, les chefs de clan nommés, de par leur nom, après, ont nommé aussi le village et même les habitants de ce village-là. Chez moi, c'est encore en vigueur. Quand tu sais que tel village s'appelle tel truc, on sait tous qu'on est tous de la même famille. On a tous, quand on remonte, le même ancêtre. Mais après ça, tu as les colons qui sont arrivés, chacun est passé à son tour. Et eux, par contre, c'est ce qui est très révélateur chez les colons, c'est que eux, quand ils nomment un village ou qu'ils donnent le nom à quelqu'un ou à quelque chose, c'est plus par rapport à ce qu'ils auront observé de ce qu'il y a à cet endroit précisément. Et c'est comme ça que ben, le Cameroun est devenu Cameroun. Parce que rivière des crevettes. Le truc qui n'a pas de sens, quoi. Tu dis, tu vas appeler un pays rivière des crevettes. Et tu lui donnes ce nom en fonction de ça. Mais ça n'a pas de sens. Et en France, comme ça, et en Occident, c'est ça aussi, hein. Par exemple, dans le secteur où je me trouve, on appelle ça la Haute-Garonne, par rapport à la position du fleuve la Garonne. Et eux, c'est toujours comme ça. Et après ça, il y a eu la vague de donner maintenant les noms des saints à des villes et à des villages. Mais il n'y a rien qui découle, mais vraiment d'une logique, quoi. Qu'on sait qu'à tel endroit, c'était tel, et voilà les descendants. Eux, c'est pas comme ça. Mais ça, c'est typique vraiment de la race noire, cette manière d'organiser, de structurer un territoire. Et pour poursuivre dans ta lancée, dans votre lancée, Bome Ngengeti, on comprend encore une fois de plus vraiment le verset de Jérémie 8:8 dans les bâtiments classiques qui dit c'est en vain qu'ils se sont mis à la plume la plus mensongère des scribes. En fait, ils ont beau essayer d'effacer l'histoire, mais les faits restent et demeurent parce que ça ne dépend pas d'eux, mais tout dépend du grand des choses. Aujourd'hui, ils ont instauré un État qu'ils ont appelé État d'Israël, créé en 1947, après la Seconde Guerre mondiale. Et ils disent que c'est le peuple juif, le peuple de Dieu. Mais maintenant, la question est de savoir, quand on regarde ce live, ce TikTok-là de Zoro Lassonde, on parle des chefs et tout, mais actuellement, où sont passés ces soi-disant chefferies, clans et là-bas en Israël qui est ce territoire palestinien qu'ils ont volé là? Où sont passées toutes ces notions? Donc, ils veulent dire que ils ont tellement été modernisés que tout a disparu d'un coup comme ça, vrap. Il n'y a plus de chefferie, il n'y a plus rien. On parle de président, de premier ministre. Donc, carrément, toute une histoire a été effacée. C'est ce qui veut nous faire comprendre. Or, nous savons ici que c'est faux à travers ce TikTok live. Comme vous l'avez dit, on voit que tout vient de Wassé. C'était l'histoire du peuple noir. C'est l'histoire du peuple noir, pas que c'est l'histoire. Parce qu'à Wassé, on retrouve toujours des clans. Par exemple, sur les Douala actuels, on va voir les Briseaux, les Belles, les ceci, cela. Ça représente des clans. Il y a des chefs, il y a des chefs supérieurs. Tout ça est resté, malgré qu'ils ont apporté la démocratie, mais on retrouve toujours cette notion qui prouve que vraiment, cette Bible falsifiée, c'est l'histoire des Noirs qu'ils ont falsifié. Ils ont voulu perdre l'homme noir, mais c'est en vain. Ok, merci Bekina. Nous allons poursuivre dans notre débrief et passer à la phase 3.
le chef supérieur. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci beaucoup. Et comme je l'avais dit lors de la phase numéro 1, que le chef, la chefferie, ça se repose d'abord sur le côté spirituel. Mais ici, on va d'abord laisser le côté spirituel parce qu'on va y arriver. Je vais même parler déjà la position même du chef supérieur ici. Sa liberté financière. Et on sait que quand on parle du pouvoir aussi dans le plan visible, il faut une influence. Et cette influence, je ne parle pas ici de la domination. Cette influence aussi est marquée par la richesse du visible. Non seulement cela, par la puissance aussi, la force que cette personne également a. Ça peut être l'armée et autres. Déjà par rapport à ce chef supérieur, lui, il a ça. C'est déjà quelque chose qui est très bien. Donc, ça veut dire quoi? Il peut déjà lutter contre certains démons. Comme, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, où les chefs des villages et autres, même quand ils ont un problème, et dans le coin ou bien dans le village, ils seront en train de parler, il y a cette situation, l'État ne nous vient pas en aide. Mais il suffit simplement qu'on leur donne de l'opportunité d'aller vers le président. Mais arrivé là-bas, ils ne disent plus rien. Hein. Ils se concentrent simplement sur l'argent qu'on leur donne et ils retournent au village. C'est fini. Ils se calment et la population est dans sa situation. Donc, déjà pour marquer l'importance de l'indépendance financière d'un chef supérieur. Oui. OK. Là, je voudrais mentionner le niveau de moralité du chef supérieur ici, parce que Zulu Lassan l'a mentionné. Et je reste toujours, c'est-à-dire dans la même lancée, je vais dire. Ici, c'est une forme de chronologie, parce que ce chef supérieur, c'est de l'époque, n'est-ce pas, de Kolaïta. Et Kolaïta, on sait que c'est un arrière-petit-fils de Sango, donc un arrière-petit-fils aussi, je pense, par rapport au patriarche Senga. Donc ici, ce niveau de moralité, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, les patriarches avaient mené des combats par rapport à ce que Baume a dit. Ils ont veillé à certaines choses, à ce que, en fait, il y ait quand même, n'est-ce pas, le respect des lois et des recommandations du verbe de l'Oba. Ici, on voit quand même une onde de choc par rapport à ce chef supérieur qui s'est mentionné et n'a rien à voir avec l'autre chef dont on a parlé au début. Donc, on voit ici que véritablement, c'est-à-dire la grâce s'est manifestée et c'est venu jusqu'à ce chef supérieur. C'est ce que j'ai voulu mentionner. Oui, à ta Moi, suite, je vais... Damien. Merci, Bekina. À ta suite, Damien, j'aimerais aller à la lancée de Abiké. Abiké, tu as mentionné effectivement la liberté financière du chef supérieur. Moi, j'aimerais parler de la responsabilité du chef supérieur. C'est là qu'on comprend hein, dans cette phase 3 que un chef supérieur, en fait, il doit être initié afin de manifester, je dirais, la discipline dans sa région, dans le secteur qu'il exerce. Et on comprend que chef supérieur, c'est pas juste le terme, en fait, hein, c'est pas juste le mot, le nom, le titre, mais c'est aussi une responsabilité qui va avec. C'est une sorte d'aîné qui prend en charge je dirais, le peuple qui prend en charge, que ce soit financièrement parlant ou même moralement, spirituellement, parce qu'il y a des combats qui accompagnent, je dirais, le service qu'un chef supérieur doit manifester. Donc, c'est vraiment, je dirais, important hein, de comprendre cette phase-là pour savoir l'importance qu'un chef supérieur doit avoir. Ça n'a rien à voir avec les chefs soi-disant supérieurs de jour d'aujourd'hui, où lorsqu'il faut combattre, ben,
Ils sont derrière les soi-disant guerriers qu'ils emmènent au combat et eux-mêmes, ils ne vont pas au front directement. C'est ce que les chefs supérieurs initiés, eux, à la base, faisaient, puisqu'ils étaient déjà initiés dès le bas âge. Donc, ils savaient déjà ce qu'ils devaient accomplir. Toujours dans votre continuité, Abike et Moueto, parlant de la valorisation du chef supérieur. Aujourd'hui, on voit qu'avec le système démocratique en Afrique, la notion de chef supérieur, de chef, a perdu sa valeur. Déjà, premièrement, parce que ce sont des non-initiés qui occupent ces fonctions aujourd'hui, qui ne sont pas dans la vérité, ils ne sont pas assistés par la vérité. Donc, ils règnent avec leur moralité d'homme livré à lui-même. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple dans cette troisième phase, on voit que ce chef supérieur, lui, c'était un initié. Il avait été intronisé, il avait été initié à, c'est-à-dire, à prendre autorité, à assumer cette fonction. Donc, il régnait avec moralité, comme le frère Damien, comme Damien l'a mentionné, avec une certaine moralité. Et on voit ici la place, la valeur qu'il avait, c'est-à-dire, il ne dépendait de personne. Mais aujourd'hui, c'est écœurant parce que ils ont vraiment tout fait pour détruire ce fonctionnement wasséen, pour ne pas dire africain, wasséen, parce qu'aujourd'hui, on va voir quelqu'un qui se dit chef supérieur, mais comme Abikel a dit, quand il est devant un président, un ministre, il se fait tout petit gamin parce que il est, comme l'a dit Zulu Lasson, c'est un crève-la-faim qui a besoin que le gouvernement le subventionne. Il n'a pas de valeur, il n'a pas d'autorité, à part ce manteau mensonger, comme je l'ai dit dans la phase 1, qu'ils revêtissent pour faire croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas en fait. Or, ici, ce n'est pas ça. C'était des hommes valeureux qui avaient plein de richesses qu'on ne pouvait pas corrompre. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut corrompre nos chefs. Un président qui va à la veille des élections va aller payer des chefs, les rassembler comme des enfants, des gamins au Ton temps palais. de parole. À ta suite, Yves, dans cette phase, déjà, comme rectificatif, ce chef supérieur était un non-initié. Donc, ce que je comprends aujourd'hui, c'est toujours dans la marche de la restauration, parce que la notion de chef supérieur, pour nous qui sommes nés dans le mensonge, si je peux le dire comme ça, nous, on savait qu'avec ce qu'on a appris à l'école, c'est le colon qui est venu, pour nous qui sommes ici au Cameroun, c'est le colon qui est venu et qui a établi, dans le cours d'histoire, on dit un chef, je ne vais pas mentionner la communauté ici, un chef, en guise de reconnaissance, on l'a établi chef supérieur de ce peuple-là. Donc, pour lui montrer que toi, par rapport à tes autres frères chefs-là, tu les dépasses. Donc, c'est le colon qui lui confère, entre guillemets, cette statue de chef supérieur. Et avec ce que Zola nous a encore montré, il nous a dit que le chef supérieur était aussi appelé haut dignitaire. Et quand on part regarder dans le dictionnaire des moteurs de recherche, on dit un haut dignitaire est similaire à un ministre, un ambassadeur ou un grand général, donc une personne très importante, VIP. Mais quand on regarde aujourd'hui, ceux qui se font passer pour des chefs supérieurs, comme Zola l'a dit, ils ressemblent à des crèves-la-faim. Ils font pitié. On les tient même quelque part parce qu'on leur donne de l'argent. Ils ne peuvent pas parler n'importe comment. Ils ne peuvent pas prendre des décisions n'importe comment vis-à-vis de celui. On dit que la main qui te nourrit, on ne parle pas mal à la main qui te nourrit. Donc, vous voyez que ce qui n'est pas établi par le grand ordre des choses, parce que dans les Bibles classiques, on dit que toute autorité vient de Dieu. Mais de quel Dieu est-ce qu'on parle? Donc, c'est votre Dieu qui établit ce genre de chefs-là qui n'arrivent pas à eux-mêmes prendre soin d'eux-mêmes et de leur communauté. Justement, je vais poursuivre, Bob, sur le point que tu as touché, parce que moi, j'ai vu aussi justement comme une opposition qu'on faisait entre le chef de clan qui, lui, c'est à partir des initiés, et le chef supérieur
qui, lui, vient à partir des non-initiés. Avec les non-initiés, il y a toujours cette notion des dominants-dominés quand ils prennent le titre de chef. Il y a toujours ça, c'est bizarre, hein. Haut dignitaire, chef supérieur, grand chef. Il y a toujours quelque chose pour montrer dominant et dominé chez les non-initiés. Et ici, là, particulièrement, en ce qui concerne justement ce roi-là, ce chef supérieur, on voit néanmoins que il a quand même quelque part, comme je ne sais plus c'est laquelle d'entre nous qui l'a dit, qu'il a quand même à cœur de quand même mettre son peuple bien. Il se préoccupe néanmoins de son peuple, quoi. Donc là, c'est pas le peuple qui le gère, mais c'est lui plutôt avec sa richesse qui gère son peuple. Alors qu'aujourd'hui, tous ces soi-disant chefs supérieurs et autres, comme tu as dit, boum, qui s'occupe de... Est-ce que réellement ils sont là pour servir les intérêts de leur communauté? Mais pas du tout. Pas du tout. Ils ne servent que leur propre intérêt à eux. Et en ce qui concerne les combats spirituels, défendre, être la sentinelle pour leur peuple, oh, ça même on oublie, ça on oublie complètement, quoi. Le peuple est juste livré. Mais tant que eux ils ont leur petit pécule, c'est tout ce qui compte. C'est ce sur quoi Effectivement. justement j'allais. Merci. C'est ce sur quoi j'allais rebondir, puisque, comme j'avais déjà dit tantôt, quand on regarde maintenant les chefferies, tout ça, on ressent pas du tout ni la richesse, ni la puissance, ni... En fait, on ressent rien du tout, si ce n'est cette crainte que pour les non-initiés, que le chef ait des pouvoirs qu'on lui prête, quoi, des pouvoirs soi-disant spirituels, etc. En fait, il n'y a plus du tout cette notion-là de développement où on ressent quand on lit, par exemple, par rapport aux dignitaires, le soin qu'il apporte à la population. On sent qu'il a déjà même, on voit par rapport à, il a des chefs en dessous de lui. Donc chef des repas, chef des échansons. Il y a toute une organisation. Et pour avoir cette organisation-là, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens financiers, hein. Parce qu'avoir quelqu'un à son service, il faut pouvoir la rémunérer, en tout cas avoir les moyens suffisants pour la faire subsister. Donc là, on voit une différence notoire encore, et il faut appuyer là-dessus parce que, comme je disais tantôt, beaucoup accordent trop de crédit aux chefferies actuelles alors qu'elles n'ont pas du tout la même base que même les chefferies des non-initiés qu'on peut lire là. Ça n'a rien à voir. Quelle plus-value elles apportent euh, dans les villages ou dans certaines régions qu'on peut voir? Rien. Ça se développe pas. Si ce n'est pas ceux qui viennent de la diaspora qui essayent d'améliorer la situation, mais ça ne se développe pas. Généralement, les gens, ils fuient même ces zones-là, ils essayent de ne pas avoir affaire forcément aux chefferies, parce que c'est la corruption à tous les niveaux. En fait, c'est chaud, ça a perdu de toute cette valeur-là qu'il y avait auparavant. Donc c'est juste terrible. Oui, moi, ce que aussi m'a interpellée, je vais continuer dans ce que Damien il disait, parce que moi, ça m'a aussi on va dire, attiré mon attention, la manifestation de la grâce quand même par rapport à ce chef supérieur qui était un non-initié. Ça veut dire que lui, il avait une disponibilité quand même pour pouvoir plus tard, on verra ça après, mais néanmoins pour avoir, moi je me suis dit que dans son fond intérieur, il avait quand même, à cause de des bonnes intentions qu'il avait pour mettre bien son peuple, du fait qu'on a parlé déjà de la richesse, etc. et tout, mais néanmoins déjà pour la suite qui va arriver après, je me disais que lui-même déjà, la manière comment il gérait, on va dire, le peuple, la manière comment lui-même, par rapport à lui-même, malgré que c'était un non-initié, il avait déjà cette forme de morale qui permet en fait comme une forme d'ouverture de porte pour pouvoir, on va dire, planter ce qui va arriver après. Moi, premièrement, dans cette phase-là, avant de poursuivre après, ça m'a interpellé, c'est-à-dire c'est la manifestation de la grâce qui a été, on va dire, manifestée jusqu'à lui et il a été disponible, mais on va voir ça après. On peut ajouter. Tu peux y aller rapidement, Bekina. D'accord, merci. Euh, pour, pour finir, je me rappelle l'histoire de Ketty qu'ils ont renommé Ponce Pilate quand on voulait mettre le Christ à mort.
on voit un peu ce fonctionnement-là de chef supérieur et tout. On voit que dans ce récit, Ketch a une armée, parce qu'on sait qu'il était noir, il a une armée, bien qu'il n'est pas l'empereur, il a une armée, il n'est pas le roi, mais il a une armée bien entraînée, des soldats et tout, et il va à l'encontre d'une décision d'une autre autorité. Donc, pour montrer que lui aussi, il avait une place en tant que chef supérieur. D'où encore ici le fait de mettre l'accent sur le fait qu'un chef supérieur à la base, pour régner, ne doit pas être n'importe qui. Il doit être quelqu'un de bien assis, justement pour ne pas être corrompu. C'est vraiment important de comprendre cela. Ok, nous allons poursuivre alors sur la phase 4 cette fois-ci. Moi, Kolaïta, je deviens le conseiller du chef supérieur. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui. Cette phase-là, ça montre encore que les chefs auparavant, ça n'avait rien à voir avec les chefs d'aujourd'hui. Parce qu'ils savaient apprécier, je dirais, les bonnes choses. C'est-à-dire que quand ils se rendaient compte que quelqu'un avait des capacités, était soumis au verbe, avait une plus-value à apporter, et on va dire qu'ils en faisaient cas. C'est-à-dire que là, le chef en question, il a été sensible, je dirais, à ce que Kolaïta pouvait dégager, à ce qu'il pouvait apporter en plus. Donc, c'est encore une différence qu'on peut voir avec les chefferies actuelles. Quelqu'un qui va peut-être être plus intelligent, qui va être plus fort ou qui va avoir quelque chose, je dirais, de puissant. Généralement, ils vont pas vouloir le garder parce qu'ils vont voir peut-être qu'il va pouvoir me destituer, avoir des pensées qui ne seront pas bonnes. En fait, ils vont même pas penser au bien-être de la population ou à ce que ça pourrait apporter, en fait, le côté bénéfique que cela pourrait apporter à la population. Donc là, déjà, on voit, comme je crois que c'est Carmela qui avait dit cela, on voit une forme de moralité du côté du chef supérieur. À ta suite, Wikipédia, il faut dire, hein, et c'est là qu'on comprend aussi dans cette phase-là que lorsque le verbe de l'Oba est avec toi, ton bon comportement, effectivement, est manifeste. Et on comprend aussi que c'est le verbe de l'Oba, en fait, hein, qui t'intronise et t'introduit, même lorsque c'est une chefferie de non-initiés, pour pouvoir apporter les lois du verbe de l'Oba. Et j'ai vraiment apprécié ça parce que lorsque Zulu Lasson parle de comment Kolaïta a été investi, lorsque ce pouvoir d'être sentinelle lui a été conféré, je dirais que c'est pas de là, hein. Être sentinelle de surcroît du verbe de l'Oba, dans une région où il y a des non-initiés, où il y a des sorciers, ou accompagné de ce chef, de chef supérieur non-initié, faut dire comme ça, c'est pas donné. Donc à ce moment-là, ce chef-là lui a fait confiance et le verbe de l'Oba était forcément avec Kolaïta. Donc faut dire que ouais, il y a une grosse différence, quoi. Oui, Effectivement, oui, vas-y. effectivement, ça montre la différence entre une personne qui est établie par le verbe de l'Oba et un chef non initié. Parce qu'on voit ici qu'il y a le discernement. Il y a la sagesse, il y a le discernement. Parce que, premièrement, il a discerné l'esprit qui animait Kolaïta dans sa réflexion, dans ses arguments, et il a aussi manifesté la sagesse. Parce que quand tu vois, quand c'est un peu comme les grandes entreprises, quand ils vont voir quelqu'un qui a une intelligence particulière, ils vont tout faire pour le recruter, pour le garder. Comme les grandes nations font, on va dire, ils volent des génies. Bon, génie dans le sens vous comprenez, intelligence et tout. C'est ce qu'il a fait ici. Il a manifesté la sagesse de garder Kolaïta auprès de lui en tant que conseiller. Or, aujourd'hui, comme a dit Dekeke, c'est pas ça qu'on voit, parce que ce sont des non-initiés. Tu vas dire peut-être à un chef supérieur, non, la polygamie, c'est pas bien, tu es animé par les démons satyres et tout. Mais la première chose qu'il va faire, c'est te couper la tête, hein. Il va demander à ce qu'on te soit on t'enferme parce qu'il il veut pas entendre ça. Il a horreur de la vérité. Il n'a pas de discernement. Il n'a pas de sagesse. Or, ici, on voit vraiment la différence avec un chef supérieur initié. Il a du discernement et de la sagesse.
Oui, effectivement. Et surtout qu'il a compris aussi, selon ma compréhension, que le pouvoir vient véritablement du spirituel. Certes, il a déjà ce côté financier qui est là, c'est déjà un acquis. Il a aussi peut-être l'armée, c'est déjà un acquis. Mais en plus de cela, pour pouvoir véritablement se tenir à la brèche, il faut un homme spirituel. Et ce que j'apprécie ici, comme la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà dit, c'est qu'il sait apprécier les valeurs spirituelles, des normes spirituelles, selon le verbe, bien sûr. Parce que ceux de notre époque aujourd'hui, eux, ils apprécient, ils aiment se faire entourer que des petits sorciers qui ont raté leur initiation. Donc, les arnaqueurs, c'est ça qu'ils aiment à côté de eux. Mais quand c'est quelqu'un qui va leur dire la vérité, qui va leur apporter la vérité, qui peut véritablement apporter la liberté spirituelle au peuple, non, ils n'aiment pas ça. Et c'est ce qui est dommage. Ouais, Abike, à ta suite, moi je dirais plutôt les apprentis sorciers, pas les petits sorciers, les apprentis sorciers. Et on comprend ici que ce chef supérieur était, on peut dire, de bonne moralité. Il valorisait les talents, il n'était pas jaloux, comme certains chefs qui veulent que ce soit eux seuls qui brillent, que ce soit eux seuls dont on donne les louanges. Non, il était quelqu'un qui était conscient que ce jeune homme que je vois là a du potentiel, il est différent, il dégage quelque chose. Il était conscient que lui, il avait une autorité sur les hommes de sa région. Il était conscient qu'il y avait des esprits qui amenaient les gens dans des circonstances à manifester certaines choses, mais lui n'avait pas le pouvoir sur ces esprits. Et c'est pourquoi on dit qu'il a établi Kolaïta comme Mutate da Modi, la sentinelle de la région. Ouais. Donc on voit ici que Kolaïta a fait ce qu'il fallait pour que le peuple soit à l'aise. Aujourd'hui, ceux qui sont des chefs supérieurs, entre guillemets, on voit qui sont leurs conseillers quand on voit l'état de Ouassé. On voit comment les routes sont avec des crevasses. On voit qu'il n'y a pas assez... Bon, la population n'est pas à l'aise. On comprend ce qui se passe. Parce que ces conseillers-là sont inspirés par quoi? Par les esprits religieux, des démons, des religions importées. Donc, ça c'est un enseignement encore puissant que ceux qui sont des chefs supérieurs doivent, je peux dire quoi, prêter attention, comprendre, discerner, voir qui est qui parle, qui dit des bonnes choses pour le développement et le changement du continent. Ils savent que le Mouledi est là, le Zulu Lassan, pardon, est là, et qu'il est là pour la restauration du continent. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici aussi, c'est que en voyant on va dire, le récit là, ça montre, tout à l'heure, on parlait justement de la moralité du chef, mais son entourage même, je disais que ils ont même fait, pour moi, la même vision de ce qu'ils veulent accomplir, en fait, pour le peuple. Parce que là, on voit, hein, quand il y a ça, il n'y a personne, on va dire, je vais dire entre guillemets, il n'y a pas de combat de pouvoir, tout ça, mais lorsque on va dire, ce chef-là, il a parlé, ça dit que les autres, ils étaient d'accord, parce que nulle part on nous montre qu'ils n'étaient pas d'accord. Et moi, je trouvais ça vraiment cette manière-là on va dire, d'être disponible encore par rapport à, on va dire, la communauté, par rapport à ses fonctions de savoir le but qu'on veut accomplir. Moi, je trouvais ça dans cette phase-là très, très important en tout cas. Et là, on nous montre que justement, ça là, à cause de tout cela, ils ont vu qu'il y a des choses, ils ont manifesté une forme d'humilité, ils ont vu qu'il y a des combats qu'ils ne peuvent pas mener, qu'il faut que ce soit un homme spirituel. Et ça, je trouvais ça vraiment remarquable, le fait qu'ils comprennent cela, quoi. Et donc, j'ai aimé cette phase-là par rapport à ça. Alors moi, je souhaite rebondir justement sur un peu ce que vous avez dit tous jusqu'alors. Déjà sur ce que Carmela a dit, ces hommes de main ou ces fonctionnaires ou collaborateurs, est-ce qu'ils avaient le choix? Ils n'avaient pas le choix. C'est pas une histoire qu'ils étaient avec lui ou contre. Ils n'avaient pas le choix. Il a dit que c'est comme ça, mais tout le monde dit juste oui. Point barre. Tout le monde acquiesce et puis c'est tout. Parce que c'est lui le chef supérieur, c'est lui qui avait l'autorité. Qui pouvait se dresser contre lui? Personne.
Et l'autre chose aussi qui est important quand même qu'on nous a révélé dans cette phase-là, c'est qu'il a été dit que Kulaïta a accepté cette fonction uniquement parce que Mutatedi l'avait déjà spirituellement établi en tant que tel. Et là, ça joue sur tout par rapport à ce que l'on peut concevoir en ce qui concerne ce chef supérieur. Lui non plus, il n'avait pas trop le choix, en vérité, parce que spirituellement, c'était déjà établi. Et quand on lit même sa première intervention, verset 150, Kolaïta dit, ma proposition parut judicieuse. C'est comme si on disait que ça lui a semblé judicieux. Il n'était pas convaincu de ça. Mais de tout ce qu'il avait reçu jusqu'alors, il dit, celle-là, elle paraît la plus plausible. Et néanmoins, il a décidé de suivre Kolaïta parce que, quoique non initiés, ils savaient qu'ils avaient un niveau de connaissance spirituelle supérieur à tous les non-initiés de cette époque et bien après eux. Et donc, forcément, ils connaissaient l'existence du Mutatedi. Ils connaissaient les capacités des initiés. Tout ça, ils le savaient. Et lui, en fait, il était impuissant par rapport à ces attaques de ces démons et autres. Donc, en gros, il s'est dit, ben voilà, la personne, il faut que lui, il soit pour moi, parce que sinon, je suis perdu, en vérité. Donc, en gros, ça laisse vraiment mitiger l'opinion sur ce chef supérieur quant à réellement sa bonne moralité. Parce que spirituellement, ça avait déjà été dit que Kolaïta allait être Bon là. temps de parole. Oui, effectivement, Ngengeti, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la manifestation de la grâce. En fait, on va dire, c'est une forme de renouvellement, n'est-ce pas, d'alliance et avec, c'est-à-dire le peuple que Mouta te dit, n'est-ce pas, établi. Et ici, et, on va dire Kolaïta apparaît comme un contre-pouvoir, c'est-à-dire l'équilibre par rapport au complot déjà, n'est-ce pas, du monde occulte. C'est vraiment formidable. Mais permettez aussi que je puisse toucher un point, parce que Zoulasan est revenu encore là-dessus, c'est par rapport aujourd'hui à ces chefs, et c'est-à-dire qui se disent avoir une forme de pouvoir. Et Zoulasan l'a mentionné, même aujourd'hui, ils n'ont même pas d'armée. Ils n'ont pas d'armée, et c'est-à-dire c'est terrible, parce que c'est vrai, il faut le dire, lors des résistances donc africaines qui se sont déroulées, c'est-à-dire il y a quelques siècles. Bon, ça montre effectivement qu'ils n'avaient pas des armes pour se défendre, malgré, n'est-ce pas, leur détermination. Ils étaient, ça dit, ils étaient prêts, les soldats étaient prêts, donc ils venaient avec des flèches, des coucoupes, mais qu'est-ce que les flèches et les coucoupes vont faire devant des canons? En fait, c'est la supériorité au niveau de l'armement, n'est-ce pas, de l'envahisseur qui les a mis pratiquement à plat. Je prends un autre exemple. Et ceux qui dérangent, n'est-ce pas, les populations, je ne vais pas appeler leur nom, mais si ces chefs-là, n'est-ce pas, avaient vraiment des pouvoirs, est-ce qu'ils vont attendre, n'est-ce pas, c'est-à-dire le secours de l'État central? Parce qu'il faut que l'État central envoie des militaires pour les protéger. Donc, eux-mêmes ne peuvent pas faire face à ces gens-là qui sèment, n'est-ce pas, la terreur. C'est là que réellement on voit que, bon, en fait, c'est vraiment du folklore entre griffes. Et c'est pour cela que je dis c'est vraiment un cours d'histoire que Zulu Lassan nous. Bon temps Merci, de parole. Ouais. Ok, nous allons poursuivre, Abike. On va finir avec la phase 5, chefferie traditionnelle. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ouais, je vais commencer avant. Et déjà, lors des phases précédentes, on avait déjà parlé des clans, donc des chefs de famille et autres. Et je vais déjà m'arrêter sur l'interdiction que Boussi a donnée, parce que c'est lui ici qui a établi, selon le verbe, les chefferies traditionnelles. Mais avant cela, il a parlé de l'interdiction du recensement, ce qui est très, très, très important, parce qu'au fait, le but n'était pas de dresser la liste nominative ou bien de faire un dénombrement de gens de cette famille-là. Ce n'était pas ça
le but parce qu'ils rataient. S'ils se mettent dans cette œuvre-là, ils vont rater. Ça ne va plus être selon la vérité. Et la base de tout ce que le Verbe nous permet de faire, c'est d'abord la vérité. C'est en cela qu'il donne ici cette interdiction, afin que le peuple, afin que ceux-là même qui vont devenir des chefs traditionnels ne commettent pas cette erreur grave. Je m'arrête là d'abord. Moi, j'ai perçu cette interdiction de Mouta Tedi là par rapport au dénombrement, dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. J'ai vu ça plutôt comme le fait de justement éviter de tomber dans des formes de favoritisme. Parce que vu qu'à cette époque de Boussi, ben forcément, la population avait, mais elle avait augmenté de manière assez très importante. Et donc, on ne pouvait plus juste se limiter à cette organisation par clan, par famille. Parce que dans un territoire, comme on nous l'a révélé, hein, il y avait des initiés, il y avait des non-initiés grassés, il y avait des non-initiés, mais il pouvait aussi avoir d'autres personnes qui appartiennent à d'autres races. Et ils étaient tous dans le même territoire. Et par rapport à ça, ben, le chef qui devait justement chapeauter ce territoire, il fallait qu'il soit à même de chapeauter tous les membres de la communauté, forcément, sans forme de distinction, comme on disait tout à l'heure, sans forme de tribalisme. Tu es dans la zone, tu es dans le village, mais tu es sous l'autorité de ce chef-là, tant que tu respectes les règles qui sont établies. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était en cela qu'il a fait en sorte que ce ne soit que des initiés. Comme ça, l'initié, lui, il est capable de mettre en pratique cette justice-là. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta race, il va néanmoins mettre en pratique la justice pour tous, par rapport aux règles, bien sûr, qui sont respectées, ou par rapport aux petits conflits qui pourraient subsister entre deux personnes de races différentes ou de richesses différentes, des choses de ce genre-là. Donc, c'était vraiment dans le souci de mettre en place et de faire en sorte que la justice soit pratiquée, qu'il a décidé que seuls les initiés allaient être établis chefs traditionnels. Oui, Gengeti, c'est exactement ça, en fait. En fait, c'est la continuité même je dirais, du Mutopeda Mundi. Le travail était énorme, la population était massive, en fait, à gérer seul, en fait, ça devait être très compliqué, ouais. Et le fait de nommer, le fait qu'il y ait des chefs, qu'il y ait cette organisation-là, on comprend déjà que c'est spirituel, c'est toujours pour la protection du peuple, pour que le peuple reste sous les lois du Verbe de l'Oba. Et moi, je comprends que c'est pas pour rien que c'est à l'époque de Boussi qu'il y ait eu les Viticos, qu'il y ait eu toutes les règles, en fait, pour que il y ait cet appui encore par rapport aux lois spirituelles. L'organisation était juste, je dirais, magnifique, en fait, pour que la justice soit pratiquée selon le Verbe. Et ce qui est remarquable, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui, le deux poids, deux mesures. C'est que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, parce que quand, par exemple, on est noir en France, la loi ne va pas s'appliquer de la même façon que lorsque c'est un blanc. Pourtant, c'est les mêmes textes de loi, mais le juge, il va statuer différemment en fonction de la couleur de peau. Donc, là, il n'y a pas ça. C'est que la loi était la même pour tous. Tu fautes, tu vas avoir le châtiment je dirais, comment je peux dire ça? Ça va avoir le même poids pour chaque personne, en fait. Le poids de la faute sera pas différent. Donc, il y a cette justice-là, ça surpasse la justice des hommes, c'est vraiment spirituel. Oui, à ta suite, de qui t'est dit, effectivement, hein, les véritables chefs traditionnels doivent être des initiés en temps normal. Et à mon humble compréhension, dans cette phase-là, j'ai compris aussi que la disposition des postes des chefs traditionnels, que ce soit dans les quartiers, villes et autres, était vraiment, je dirais, de manière disciplinaire. C'était vraiment de la droiture selon le Verbe qui était manifeste, parce que derrière ces secteurs-là, c'est-à-dire quartier, ville, village,
on sait du moins, Zulu Lasson nous a aussi appris, enseigné à l'école supérieure, que derrière chaque secteur, c'est-à-dire dans les villes, villages et tout ça, il y a aussi des esprits occultes. Et donc, le fait de placer ces chefs traditionnels à ces secteurs-là, initiés, c'était aussi par niveau de combat spirituel, parce que pour pouvoir tenir, pour pouvoir, je dirais, protéger le peuple, il fallait vraiment avoir des initiés pour combattre. Parce que comme on a déjà partagé par rapport à cela, pour pouvoir vraiment aller au combat, il faut être initié, il faut être préparé. Et donc, eux, ils étaient prêts à être des sentinelles pour le peuple. Et c'est vraiment impressionnant, quoi, par rapport aux faux chefs traditionnels qui sont, eux, animés des démons familiers, comme Zulu Lasson avait présenté durant ce live-là. Donc, on voit bien encore une fois de plus la discipline qui est manifeste dans le grand ordre des choses, qui se présente dans le visible, et la différence qu'il y a avec les chefs traditionnels non initiés. Oui, dans la suite Pour de ma ce que... part, Merci. Dans la suite de ce que tu dis, Moueto, c'est vrai que moi aussi, ça m'a interpellée parce que c'est vrai que on voit là que c'est pas n'importe qui va venir se lever, comme on a vu tout à l'heure, pour être, on va dire, un chef. On nous montre ici que pour arriver à ce stade même, il y a des étapes d'initiation. C'est pas parce que tu es initié comme ça et que tu vas te lever, tu vas pouvoir, mais il y a une initiation qui est derrière aussi spécifique pour pouvoir justement tenir, je vais dire entre guillemets, ce rôle-là. Parce que tout à l'heure, on a vu pardon, par rapport à Kolaïta qu'il était une sentinelle par rapport au peuple de la région. Mais là, il y a une initiation derrière. C'est-à-dire qu'il faut avoir on va dire, la capacité, le pouvoir de pouvoir défendre le peuple, pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin pour l'épanouissement. Donc, ça nous montre la différence entre, comme Moueto disait déjà, ce qui est établi par le verbe, la vraie, on va dire, chose qui a été mise en place, et ce de maintenant. Et moi, je trouvais ça vraiment super par rapport à cette phase-là. pour ma part, ce que je vois dans cette phase, c'est vraiment une déconnexion. On a vraiment déconnecté l'homme noir du spirituel parce que à la base, il y a un ordre établi. Et on voit que cet ordre a été établi par le patriarche Boussi. Mais aujourd'hui, le monde occulte a tellement travaillé que ils veulent tout pervertir en fait. Et ils ont même perverti cette notion de royauté, de chefferie, de clan, etc. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de démocratie, soit disant que c'est le meilleur système de gouvernance. Mais quand on observe le monde et qu'on regarde, on voit que la démocratie détruit plutôt le monde. Partout où il y a la démocratie, il y a le désordre, il y a les divisions, les guerres, la famine, la misère, la corruption, c'est ce qu'on remarque. Et ils veulent imposer cela aux gens. De même qu'ils ont apporté les religions dites révélées, qui ont déconnecté l'homme noir du spirituel, et ils veulent toujours imposer ces trucs qui divisent plutôt, qui amènent des gangrènes, des virus, plutôt que d'apporter la paix, le calme, la sérénité, comme avec ce que Boussi avait instauré pour que l'homme noir puisse vivre dans l'harmonie et la paix. Mais bon, ceux qui vont comprendre, bien à eux. Oui, merci, Bekina. Oui, j'ai constaté une courbe, une courbe au niveau de l'histoire par rapport à la chronologie, par rapport à l'homme noir. On a commencé par, Zulu Lassan a commencé par le chef corrompu. Et en fait, j'ai constaté qu'à la fin, c'est-à-dire au temps même du premier-né, dans le visible, il y avait, n'est-ce pas, aussi un chef supérieur non initié corrompu. Donc, pour dire que, en fait, le monde occulte, Zulu Lassan l'a toujours mentionné, eux, ils ne se fatiguent pas. Ils sont là. Ils agissent. Mais là, on voit encore la manifestation de la grâce. C'est en ce moment que
les apôtres étaient établis. Donc, il faut voir combien le Verbe, n'est-ce pas, aime le peuple. Mais au temps de ce corrompu-là, il y avait même encore un peu de, bon, on va dire entre griffes de valeur, parce qu'il y avait une organisation, il y avait même des prisons, une prison, tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est tombé très bas par rapport, n'est-ce pas, à ces chefs, ceux-là qui vont s'appeler, c'est encore même tombé très bas. C'est eux-mêmes qui sont dans des prisons pratiquement. C'est eux-mêmes qui sont dans des prisons. Et là, Zulu Lassan nous a révélé les esprits qui sont derrière aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à ces chefs qui, en réalité, n'honorent pas même, c'est-à-dire le peuple noir. Je vais m'arrêter là. Oui, à ta suite, Damien, ce que moi je dénote ici, c'est quelque chose que les non-initiés pratiquent ici pour nous dans le pays où je suis, et ils pensent que c'est une innovation. Parlant de la décentralisation, ici, avec Boussi, on voit que le grand ordre des choses a décentralisé cette gestion-là, cette administration du peuple, comme Bekekedi, tu l'as dit, pour que ce poids-là ne repose pas sur une seule personne. Et pour que ceux-mêmes qui vont remplir ces tâches-là soient à la hauteur de le faire avec équité et justice, il fallait que ce soit également des gens choisis par, des initiés d'abord et des gens choisis par le grand ordre des choses. Pas comme ce qu'on voit aujourd'hui, où ce sont des hommes qui se lèvent et désignent que tel, c'est lui qui va être chef de la communauté. Parfois parce que lui-même, il occupe déjà, entre guillemets, un poste ministériel dans le pays. Donc, il part, il monnaie, il achète le titre et on fait de lui un chef. Et on voit un peu ce qui se passe. On comprend aussi que une société qui est, je peux dire quoi, une société, une ville, un village qui est sous le contrôle des initiés ne peut qu'être bénéfique, ne peut qu'être propice à la paix, à l'équité, au développement même. Parce que celui qui sera à la tête va œuvrer selon le Verbe pour l'amélioration des conditions de vie de ceux dont il a la responsabilité. Et pour finir, je dirais encore que le grand ordre des choses sait faire ce qu'il sait faire parce que tout a commencé avec l'initié. Zola ça nous a démontré un peu le procédé par lequel on choisissait et on établissait un chef. Un chef est un guerrier, un chef initié est un protecteur du peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui reste là pour s'empiffrer. Ce n'est pas quelqu'un qui devient un loup pour la communauté, au point où lui s'engraisse et sa Tourne ton communauté ne fait que parole. maigrir. Oui, pour poursuivre avec ce que tu as dit aussi, Baume, ce qu'on voit aujourd'hui dans les chefferies traditionnelles aussi, c'est que c'est presque géré comme une royauté. Quand le chef meurt, c'est quelqu'un de sa lignée automatiquement qui va prendre sa place. Alors que ça va à l'encontre de ce que Moutate dit a laissé comme instruction à Boussi, hein, par rapport à la chefferie traditionnelle. Ne pas faire de liste nominative, tout ça. Mais pourtant, c'est ce qu'eux aujourd'hui font. Ils vont aller rechercher, soi-disant, la lignée de ce chef-là pour venir introniser le descendant sur le siège de son grand-père ou de son... Mais on voit là qu'ils sont pleins dans l'abomination. Rien que par le fait qu'ils ne respectent pas cette interdiction-là, ils sont d'office dans la désobéissance et l'abomination. Donc rien de bon ne peut sortir par la suite de ça. Parce que la chefferie traditionnelle, ça n'a rien à voir avec une pseudo-lignée dite royale. Ça n'a rien à voir. C'est pas par rapport à ça qu'on doit choisir qui va diriger le chef. Et encore moins par rapport à des attributs, on va dire, matériels. C'est pas parce que l'autre a fait des grandes études, il a appris aux États-Unis, quand il revient, il est PDG, qu'on va dire, oui, c'est toi qui vas être le chef. Non, c'est pas comme ça. Avant, c'était d'abord spirituel. On consultait d'abord le spirituel. Et le spirituel qui venait désigner une personne. Et en fonction de ça, on introduisait cette personne, on l'initiait afin qu'une entité du grand ordre des choses l'assiste dans son mandat. Mais aujourd'hui, quelles sont les entités qui les assistent? Même les démons ne sont même pas là. Donc, vraiment. Oui, fantastique, Lilith. Mais c'est là qu'on comprend hein,
comme Zulu Lasson l'a bien mentionné, le pouvoir, il se donne. Il ne s'arrache pas comme certains le font dans certaines chefferies au jour d'aujourd'hui. Et on voit aussi dans certains films, je dirais surtout les films nigérians, là, où lorsqu'ils ont envie de mettre à la place de celui qui a été intronisé, je dirais, selon leur faux Dieu dans les films, on voit que non, ils font leur petit complot derrière et tout ça parce qu'ils veulent montrer un peu l'image du pouvoir qui s'arrache et non le pouvoir qui se donne. On les voit, non, on va les mettre telle personne derrière et quand ils viennent poser, je dirais, la couronne sur de ce prince-là qu'ils choisissent, eh ben, il y a comme un éclair qui tombe sur la personne pour dire comme quoi c'est pas la personne qui a été choisie. Donc, il y a ce petit, ce petit écart-là qu'il faut comprendre, comme Zulu Lasson le dit si bien, que le pouvoir, il se donne. Qui est au pouvoir? Pas celui qui veut, mais celui qui peut. Et peut, on sait qu'il y a le pouvoir derrière, et derrière le pouvoir, c'est le spirituel du grand ordre des choses qu'il manifeste. Oui, hein. Et en conclusion, ou bien par rapport quand même à mon intervention, moi, je dirais simplement que les chefferies traditionnelles de notre époque, là, ils ne le sont pas, ils ne portent pas vraiment les noms. Ils sont tout simplement sous l'influence. Et on voit de la manière dont ils sont pauvres spirituellement, cela se manifeste aussi physiquement. Donc, en cela, il faut véritablement sortir de leur influence. Et ce qui est important, c'est la vérité que nous apporte Zulu Lasson. Voilà, on va conclure sur les mots qu'Abike elle-même a décidé que c'était une conclusion. Merci Abike. Donc, merci à tous pour vos participations et bien sûr, si le Père le permet, au prochain débrief.